Mohamed Alahlou, bonjour. Bonjour. Avant d'entamer cet échange que j'attends avec impatience depuis près d'une semaine, deux petites mises au point. L'Angle est un support indépendant orienté économie dont la finalité est de favoriser l'émergence d'une conscience collective. Et puis, mea culpa pour le problème de son qu'on a eu lors du premier épisode. Mohamed Alahlou, vous êtes docteur en sciences économiques et ResearchGate, la plateforme de réseautage social pour chercheurs et scientifiques, vous présente en tant que Researcher in Islamic Financial Capital Markets. Alors, avant de plonger la main dans le cambouis, parlez-nous de votre parcours académique et professionnel. Écoutez, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir toujours d'intervenir pour partager les idées. Euh, et donc, pour ce qui est de mon parcours académique, disons que je suis un pur produit de la mission française, de la crèche jusqu'au doctorat à peu près, sauf la partie doctorat, donc disons jusqu'au master. Et ensuite, j'ai fait ce master à l'École supérieure de commerce de Paris après une classe préparatoire. Un deuxième master à Birmingham, Aston Business School, et ensuite le doctorat. Ça, c'est pour la partie académique. Et donc, actuellement, je continue relativement, plus ou moins selon le temps, les recherches en ce sens. En termes de parcours, disons que j'ai deux, trois axes principaux. D'abord, il y a l'axe personnel, vu que je suis entrepreneur et que j'aime l'entrepreneuriat, que j'interviens aussi en tant que juré de compétition dans certaines compétitions entrepreneuriales pour encourager justement les jeunes entrepreneurs au Maroc. Ça manque beaucoup. Euh, Ça, c'est pour la partie professionnelle et vocation. Il y a une deuxième partie qui est la partie consulting et finance islamique, économie participative. Ça, c'est tout le volet qui suit la partie académique. Et donc, dans le monde de l'économie participative et de la recherche, ma vocation, avant de commencer cette recherche, était la finance depuis bien longtemps. Et donc, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme modèle financier, économique, qui soit durable, sustainable, comme disent les Anglais. Et donc ça, c'est un petit peu le deuxième axe important de mon parcours, c'est vraiment la partie finance, marché financier, bourse, spéculation, qui est d'ailleurs le titre de ma thèse de doctorat. Existe-t-il un risque de spéculation dans les marchés financiers islamiques? Le troisième axe, c'est un petit peu l'axe médiatique dans lequel j'interviens notamment dans certains plateaux, certaines chaînes radio. Euh, de même aussi que dans certaines conférences, dans des dizaines d'écoles que j'ai pu animer autour de ce sujet. Vous pouvez les citer, hein. Une très grande partie, au moins un bon nombre d'écoles supérieures, que ce soit d'ingénieurs ou de commerce dans lesquelles je suis intervenu, au titre de la casquette académique, si on veut. Très bien. Vous portez combien de casquettes du coup? Écoutez, je dirais deux casquettes. La Deux casquette un casquettes. petit peu professionnelle, dans laquelle il y a le volet entrepreneuriat et vocation entrepreneuriale, et le volet conseil dans le domaine de la finance participative. Et il y a la casquette académique un petit peu, qui est une casquette qui, je le pense, doit être éternelle pour tout un chacun. Quels sont vos domaines d'expertise et qu'est-ce qu'un expert? Vous savez, Qu'est-ce qu'on on ne peut... peut, Ouais, on ne allez-y. peut être expert que dans un domaine en général. C'est la question que je voulais Deux, vous il faut poser. être très haut. C'est-à-dire que, comme disaient les savants anciens, euh, on ne peut être savant que dans un domaine. Les autres, on est passionné, chercheur, discutant, polémiste, lecteur, mais on ne peut pas être expert dans un domaine de référence, surtout aujourd'hui dans un monde où l'information se propage, se démultiplie, la loi de Moore, et où on, on- on- on a besoin de se spécialiser, de s'approfondir pour apporter une valeur nouvelle. Vous savez, dans les doctorats, justement, les thèses de doctorat, la grande différence dans la méthodologie de recherche de docteur et master, c'est que dans le doctorat, vous apportez de la science, vous apportez une science nouvelle, vous apportez une valeur ajoutée. Et à partir de là,
On ne peut pas se réclamer. Bon, certains font 2 doctorats, bien sûr, mais après, au final, il faut toujours suivre les actualités et enseigner et s'approfondir dans un domaine. C'est là où il est toujours délicat d'être sur 2 casquettes. Donc, à côté du domaine professionnel qui ne requiert pas énormément d'efforts de recherche dans le domaine dans lequel je suis au moins, euh, il requiert plutôt des capacités managériales et de gestion. Le domaine académique dans lequel je suis expert, c'est justement la spéculation boursière, les marchés financiers et la finance islamique. Pour ne pas vous coller une étiquette à tort d'entrée de jeu, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut vous qualifier d'iconoclaste ou iconoclaste si vous préférez? Je rappelle à toute fin utile la définition d'iconoclaste dans le dictionnaire, quelqu'un qui cherche à détruire les idées reçues, virgule, les traditions. Vous, c'est les idées reçues, les traditions, voire les deux? Vous savez, si on est dans les deux, on est dans l'extrême gauche, on est révolutionnaire. Euh, pour moi, les traditions ne sont pas des choses à conserver pour soi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelque chose est fait, c'est pas parce que quelque chose est fait qu'on est obligé de le suivre. Et pour les idées reçues, en général, les idées reçues sont assez fausses, en général, mais pas toujours. Du coup, on a énormément d'idées reçues, que ce soit dans les domaines où je travaille, au niveau académique, l'économie, la finance participative, l'économie participative, la dette, la finance, la bourse, la monnaie. Sur ça, on a énormément d'idées reçues. Et donc, sur les traditions, après, il y a la partie culturelle et cultuelle. On a énormément de traditions qui sont quasi chamaniques, c'est-à-dire on est dans la mystification la plus totale, l'irrationalité la plus totale, l'importation d'idées de la religion qui sont complètement farfelues, alors que l'islam, dès le début, dès ses fondements, c'est basé sur la rationalité, la démonstration. Donc, les traditions, pour moi, sont importantes dans le sens où on a 14 siècles de savants qui sont une référence, qui ont construit une pensée monumentale, à partir desquelles certains cherchent à s'affranchir aujourd'hui, pas par connaissance, mais par incapacité de comprendre ce qu'ils disent, par incapacité d'analyser ce corpus. Et donc, cette volonté de détruire cette tradition-là, elle est purement irrationnelle. Pourquoi? Parce que les autres qui les ont précédés ont fait un travail monumental de construction rationnelle sur la tradition et sur le culte. Et donc, à partir de là, ces traditions sont fortes et ancrées. D'ailleurs, je visitais l'autre jour Fès, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti, et je m'imprégnais de la culture de cette ville. Et comment, dans les marchés de la ville de Fès, quand on déambule les petites ruelles dans les marchés, on sent l'état d'esprit qu'on ne ressent pas dans les autres marchés. On n'entend pas de gros mots, par exemple. Dans beaucoup de ruelles, je me suis baladé là, on n'entend pas de gros mots. Les gens sont d'une gentillesse bizarre par rapport aux autres marchés des autres villes, ce qui n'est pas pour dénigrer les autres marchés des autres villes, mais ce qui est pour dire que Fès était une capitale de la science. Des Européens sont venus étudier à Fès. Maïmonide est venu étudier à Fès, Moshe ibn Maïmoun. Et donc, la médecine, la jurisprudence, l'architecture, et à partir de là, on voit l'impact de cette tradition scientifique sur le collectif commun qui est là après la colonisation, après l'inhitat, après beaucoup de choses, qui survit encore un petit peu. C'est pour ça que d'ailleurs j'étais devant Baboujo l'autre jour, et à l'entrée c'est en bleu, et à la sortie c'est en vert. Quand on sort de Fès, c'est en vert, et quand on rentre, c'est en bleu. Ce qui veut dire que quand on rentre, on a l'esprit vide, on est ignorant. Comme l'océan, on est vide. Et quand on sort, on est plein de cette lumière scientifique qui est verte, qui symbolise l'islam, bien sûr. Et cette tradition-là, elle est fortement conservée. Au contraire, l'une des manières avec lesquelles le colon, le colonisateur, qui aujourd'hui continue son travail d'un point de vue néocolonial plus soft power et économique, l'une des manières avec laquelle il arrive à réussir ses chantiers, c'est qu'il nous coupe de cette tradition. Donc vous avez des gens qu'on arrive à convaincre que, moi en économie, en tout cas, le parcours que je connais en économie, on apprend que la division du travail, c'est Adam Smith. Quand on cherche, on trouve que c'est Ibn Khaldoun, 4 siècles en avance. On apprend que la loi sur la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est Gresham, 16e siècle. Quand on cherche, on trouve que c'est le Maqrizi, 14e siècle, en Égypte, la crise monétaire. Sur la loi sur les cycles, Juglar Kitchin Kondratiev, 19e, 20e siècle. Quand on cherche, on trouve que c'est Ibn Khaldoun.
La loi sur la neutralité de la monnaie, Al-Ghazali. La pensée sur le monde, sur le doute méthodique. Descartes, non, c'est le Ghazali bien avant. Et donc, on est dans cet esprit postcolonial. D'ailleurs, il y a tout un mouvement qui s'appelle la pensée décoloniale aujourd'hui, qui cherche à décoloniser les programmes scolaires de l'aspect colonial qui leur est. Si on arrive à te convaincre que toi, en tant que Marocain, en tant que Maghrébin, en tant que musulman, tu n'as rien apporté à l'humanité, tu deviens comme une plume. C'est-à-dire que le premier courant qui va venir te montrer sur un aspect assez paternaliste qu'on est là pour apporter la civilisation, on est là pour apporter les lumières, etc., tu vas dire oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est intéressant, prenons ces lumières. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne connais pas ta civilisation. Tu prends un livre de fiqh, tu n'arrives même pas à lire l'arabe de ce livre, et donc tu es coupé, l'opération est réussie. On a coupé le cordon ombilical, du coup, tu es quelqu'un qui devient le pur produit de la manipulation médiatique, et donc on t'envoie et on te fait balader de consommation en consommation, de débat en débat, jusqu'à ce que tu meurs et que tu aies consommé et que tu te sois endetté assez pour le système capitaliste. Donc, je vous la colle l'étiquette ou je la retire? Je n'aime pas les étiquettes, mais si on parle de concept, on peut dire que je suis relativement iconoclaste et iconoclaste, mais pas entièrement dans la mesure où lutter contre les traditions, c'est quelque chose que je considère comme étant, en tant que concept, ça n'a pas de sens. Et pour les idées reçues, aussi en tant que concept, ça n'a pas de sens. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'idées reçues. Et pour les traditions, comme j'ai dit, on distingue les bonnes des mauvaises par notre rationalité, par notre intellect. Voilà donc pour la mise en bouche. Avant d'entamer les enjeux purement économiques, j'aimerais bien revenir sur la polémique des caricatures en France et le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, suite à l'assassinat de Samuel Paty. Je sais qu'on se penche tardivement sur le truc, mais on s'en fout un peu de l'actualité, puisqu'on s'inscrit sur une temporalité longue. Ensuite, on s'attardera ensemble sur les mécanismes de relance, la préférence nationale surtout, et le modèle de développement. Alors, sur l'histoire des caricatures. Dans le fameux discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste, terme employé par l'Élysée pour dépeindre, je cite, un projet conscient, théorisé, politico-religieux qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République. Fin de citation. Y a-t-il un ou plusieurs messages subliminaux qui vous ont particulièrement marqué dans ce discours? Vous savez, les caricatures, pour moi, ce n'est pas nouveau. C'est juste la forme qui change. Se moquer de l'islam, dépeindre l'islam d'une certaine manière moqueuse, haineuse, c'est quelque chose qui a existé tout au long de l'histoire. Il suffit de lire Shifa lil-Qadi Iyad, As-Sabti al-Maliki, l'Allama, l'un des Sab'atu Rijal qu'on connaît à Marrakech. Le plus fameux, je pense, et le plus connu. Pour voir que des gens qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, etc., c'est quelque chose qui existait tout au long de l'histoire. D'ailleurs, les compagnons, même du temps des compagnons et de Tabi'in, ils disaient Kunna ida shutima nabi sallallahu alayhi wa sallam, stabsharna khayran. C'est-à-dire que quand ils étaient dans un siège d'une ville et que la ville, dans son état de détresse, commençait à se moquer, à insulter, ils voyaient en cela un accélérateur de l'histoire. Et finalement, c'était une pacification ou une ouverture rapide de cette ville. Et donc, en fait, ce qui est à retenir dans l'histoire, parce que l'histoire se répète bien souvent, c'est que quand on est en détresse, on fait beaucoup de bruit. Alors que quand on lit les Grecs, ce que disaient les philosophes grecs et ce que disait Socrate, si je ne m'abuse, c'est que quand une cité brille par son intelligence, les populations affluent vers elle. Donc, il suffit de voir, en fait, euh, que là, on est dans une reproduction de l'histoire, tout simplement. La forme a changé, on utilise les caricatures, mais le projet, c'est le même. On met en place un bouc émissaire, c'est un projet politique. Et là, c'est l'une des failles du modèle démocratique aujourd'hui, parce que la démocratie est érigée comme le modèle. On cite souvent Churchill, on n'en a pas trouvé mieux, c'est le moins mauvais. Mais c'est faux.
On peut en parler si tu le souhaites tout à l'heure du modèle démocratique. Mais on est dans un modèle où il y a des élections l'année prochaine, où il y a des grands débats en France sur la retraite, où il y a des chocs, des clashs, où on a un président qui est en perte de vitesse dans les sondages. Et tout d'un coup, boum, il nous sort une loi sur le séparatisme islamiste. On pointe un bouc émissaire, on met des étoiles jaunes, et on dit c'est la sacro-sainte liberté d'expression. Cette liberté d'expression que la Cour européenne des droits de l'homme, sur laquelle a déjà statué la Cour européenne des droits de l'homme, en disant que le blasphème des religions ne fait pas partie de la liberté d'expression, mais la France a un autre avis, même si elle est, aux dernières informations, dans cette Cour, membre de cette Cour. Et donc pour remplir le paysage politique et pour se redonner une cure de jouvence, Sarkozy l'a fait avec le nettoyage au Karcher, l'immigration, le fameux débat sur l'identité nationale. C'est un sujet, Chirac l'avait fait avant lui sur les voisins de palier, si vous vous rappelez de la vidéo, et les odeurs et les bruits. Et donc la stratégie d'empiéter, parce que là on est quasiment dans l'application, d'appliquer le programme de l'extrême droite, c'est une stratégie qui paye. Regardez la loi sur le séparatisme. 80% des Français sont pour. On n'a jamais rêvé d'avoir une proposition de loi avec 80%. Pourtant, 50% des Français savent que c'est à des fins politiques. La France se referme dans cette coquille, elle est en détresse. Elle est dans cette détresse dans laquelle étaient ces villages face aux musulmans dans leur dernier souffle et commençaient à insulter le prophète. Et donc on a mis en place une religion, une nouvelle religion qui est la laïcité, c'est-à-dire qu'on lui met en place des temples, on lui met en place des limites. Comme tu sais, dans la définition d'un système chez Aristote, ça se connaît par l'un des éléments de définition, ce sont les frontières. Et donc, on met en place des limites et la liberté d'expression devient quelque chose d'inviolable. Pourtant, on sait bien que même dans les Lumières, entre guillemets, le siècle des Lumières, parce que si vous lisez les Lumières, il faut les lire avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon. Dans les Lumières, il y a de bon beaucoup de choses qui ont permis aux philosophes de s'affranchir de la débilité de certaines propositions ecclésiastiques, où on brûlait vivants, on mettait au bûcher les penseurs et les scientifiques parce qu'ils disaient que la Terre est ronde ou parce qu'ils avaient d'autres propositions scientifiques qui étaient en apparente contradiction avec certains écrits ou compréhension des écrits de la Bible. C'est plutôt des écrits qui disent que la Terre est plate et qu'elle a 4 coins et qu'il y a des anges qui tiennent ces coins, etc. etc. Je précise là que les plus anciens manuscrits bibliques datent de 2 siècles après la mort de Jésus, alayhi salam, donc c'est dire l'authenticité de ces manuscrits. Passons, c'est un autre débat. Et donc, pour dire qu'on a mis en place cette sacro-sainte religion qui est la liberté d'expression, et on ne lui a pas posé de limite avec ce concept de on apporte les lumières, on va vous civiliser. C'est le discours espagnol, c'est la controverse de Valladolid, pour civiliser les, 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 les latino-américains et se demander s'ils avaient une âme. Mais dans ces lumières, il y a aussi du pas bon. Il faut lire ce que disaient certains philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc., sur les nègres, sur leur infériorité, sur les femmes, sur leur infériorité, sur un certain nombre de concepts sur les nègres, il les appelait les nègres, qui donnent la chair de poule et sur lesquels l'islam avait 10 siècles d'avance. La farqa bayna abyadin wa aswadin wa la arabiyyin wa ajamin illa bittaqwa. Vers la fin de son discours, le président de la République dit avoir confiance dans les Français de confession musulmane, dans leur capacité à se mobiliser et dans leur volonté de s'organiser pour bâtir un islam des Lumières. Au-delà du fait qu'il dit également qu'il compte beaucoup sur le dialogue qu'il a eu avec les représentants de l'islam en France. Qui sont ces représentants de l'islam en France? Monsieur Chalgoumi peut-être? C'est une question rhétorique, hein. Faut pas tomber non plus dans la vulgarité. La question est la suivante. Qu'entend Macron par islam des Lumières? L'islam des Lumières, c'est celui qui leur a apporté Socrate, Platon, Aristote,
de l'aveu même des philosophes aujourd'hui, sans Bagdad, on n'aurait pas connu Socrate, Platon, Aristote, Anaximandre, Diogène, le cynique. Je vous raconte une petite anecdote de Diogène qu'on racontait, qui montre un petit peu l'âge d'or de la philosophie cynique, du temps d'Aristote d'ailleurs. Il était assis ou allongé un petit peu en train de penser, de méditer, et Alexandre, l'empereur, passe devant lui et lui dit, tu sais, Diogène, si je devais choisir d'être quelqu'un, j'aurais choisi d'être Diogène. Et là, Diogène lui répond, tu sais, euh, moi aussi, si j'avais eu à choisir qui être, j'aurais aussi choisi d'être Diogène. Et là, il lui dit, Alexandre, il a trouvé ça un petit peu drôle, il lui dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il a dit, oui, te pousser un petit peu parce que tu me caches le soleil. C'est un héritage. Bon, bien sûr que ça a l'air d'être une histoire forgée, en tout cas, comme la majorité de la philosophie grecque, c'est des choses qu'on a héritées plus tard, très difficiles à attribuer à leur auteur. Mais en tout cas, cet héritage grec qui nous est passé par Bagdad, par Damas, par un certain nombre de centres culturels, Alexandrie, etc., est arrivé à l'Europe à travers les travaux de Ibn Rushd, à travers les travaux de Ibn Tufayl et un certain nombre de penseurs islamiques et de philosophes. Avicenne aussi, bien sûr. Et donc, à partir de là, l'islam des Lumières, c'est celui-là. C'est aussi celui qui a apporté la chimie. El-Kimia, c'est un mot arabe. C'est celui qui a apporté l'algèbre. Al-Jabr, un mot arabe. C'est celui qui a apporté ce qu'on utilise aujourd'hui tous, sans exception quasiment, les algorithmes. Al-Khawalizmiyat, c'est le khawalizmi. Et donc, l'islam des Lumières, c'est celui-là. C'est cet islam qui, poussé par un élan intellectuel, par une rationalité qui marie le religieux, le spirituel et la recherche et le professionnel pour arriver à des gens qui sont mawsou'iyyin, c'est-à-dire comme ça, qui ont des connaissances transversales et des compétences pointues et qui vont alimenter la science et la recherche, les astrolabes, les centres d'observation astronomique qu'on peut visiter. Il y a un musée magnifique à visiter à Istanbul qui est le musée des sciences et des arts islamiques qui vous montre toutes les découvertes et qui ont été attribuées aux Occidentaux par la suite parce qu'on ne peut pas construire une identité coloniale sur un passé hérité. Il faut forcément montrer que l'identité du colon est supérieure en termes scientifiques, techniques, littéraires, philosophiques, cognitive à celle du colonisé pour le convaincre qu'il a besoin de cette colonisation. Et donc parmi les escroqueries intellectuelles qu'on a aujourd'hui, c'est justement cette attribution à des Occidentaux d'un certain nombre de concepts qui ont été découverts en Orient bien avant cela. Et c'est tous les travaux, entre autres, du courant de la pensée décoloniale. Donc l'islam des Lumières, ce n'est pas à Macron de statuer qu'est-ce qui est des lumières et qu'est-ce qui est de l'obscurité. Parce qu'aujourd'hui, lui, il toque surtout du côté de l'obscurité et de l'extrême droite. Et donc, je pense qu'il est un petit peu mal placé de venir dire quel sera l'islam et encore moins quel sera l'islam des Lumières. Surtout que s'il considère que l'islam des Lumières, c'est Vatican II pour l'islam, c'est-à-dire que, et aujourd'hui ce que dit le pape François pour l'islam, même si le pape François dit des choses très intéressantes comme sa lutte contre la spéculation alimentaire, mais bon, aujourd'hui quand on entend des gens du Vatican, même le pape dire que l'enfer c'est une image, qu'on peut ne pas être croyant et entrer au paradis, etc. etc. Bon, les lumières, c'est finalement l'effacement de l'identité. Et cet effacement de l'identité, c'est cette lumière qui va jaillir, c'est-à-dire du blanc, rien du tout, et qui va permettre à la personne d'être un moule qui va pouvoir contenir n'importe quel liquide que va lui injecter un système de pensée politiquement correct basé sur un capitalisme qui promeut la production, la consommation et la dette, tout simplement. Et après, pour toute la mise en place de l'aspect intellectuel de la chose, c'est-à-dire que même l'art, la littérature, la philosophie vont devenir des produits de consommation demain. C'est-à-dire que le capitalisme n'a pas de problème à vous vendre le capital comme 1, 2, 3, 4 de Marx et de faire des profits dessus. Il n'y a aucun problème. Et donc c'est là où Marcuse, qui est l'un des... Vous savez, dans l'université de Columbia, il y a toute une école de penseurs d'origine juive, entre autres allemands, c'est ce qu'on appelle l'école de Francfort de philosophie, parmi lesquels Marcuse, qui
qui justement s'offusquent de cette OPA qu'a fait le capitalisme sur la littérature et l'art aussi. Aujourd'hui, les films ne sont plus des véhicules de pensée, ce sont des véhicules de consommation. On a un box-office, on a un classement, on a des revenus à générer par rapport à des revenus dépensés. Donc tout est matériel, tout est matérialité et tout est consommation et profit. Et le capitalisme, c'est là où Marx avait raison, entre autres. Il avait tort sur pas mal de choses, mais sur celle-là, il avait raison, c'est qu'il est, dans une certaine mesure, capable de dépasser ses propres contradictions. N'empiétez pas sur la deuxième partie du débat, on y reviendra. Alors, le 25 octobre dernier, le ministère français des Affaires étrangères publie sur Twitter un communiqué où il exige des pays, principalement des pays du Moyen-Orient, de cesser immédiatement les appels de boycott. Je vais ouvrir une petite brèche et monopoliser du coup peut-être une minute ou deux la parole si vous le permettez. Ces actes d'intimidation laissent entendre peut-être qu'il existe une volonté de maintenir une sorte de domination permanente sur les peuples anciennement colonisés. Pour donner un exemple concret, ça me rappelle du coup le parcours du demandeur de visa au Maroc. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, voici une brève description d'un parcours client. Parcours client, tu parles. Parcours d'humiliation dans une ambassade d'un pays ressortissant de l'Union européenne au Maroc. Vous savez, en général, le long du mur de l'ambassade, vous avez une foule qui attend sagement pendant des heures, et puis l'agent de sécurité qui vous fixe d'un regard autoritaire comme si vous alliez entrer à l'Élysée. En salle d'attente, il y a une ambiance recueil, tout le monde a les yeux braqués sur le sol, le regard plongé dans le vide sidéral, les gens se tiennent sagement comme des petits mômes, comme s'ils venaient se faire engueuler par leur maîtresse. Dégradant. Une scène particulièrement dégradante, hein, la vérité. Je suppose qu'elle est vécue par les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. D'où cette question existentielle. Pourquoi il existe toujours un ordre de préséance dans les liens qui nous lient avec nos voisins du Nord? Et au nom de quoi un Européen jouerait-il d'un statut supérieur comparé à un Marocain, ou un Algérien, ou un Tunisien? Parce que le tweet, il est clairement adressé au peuple. Là, on est purement dans c'est tous ces messages subliminaux que vous allez retrouver dans les anciens palais. Quand vous entrez dans un palais, des fois, vous avez de longs couloirs, vous avez des salles d'attente, vous avez un certain nombre de choses qui sont faites pour que les ambassadeurs, même ceux qui viennent des pays puissants, passent quelques secondes ou quelques minutes d'humiliation ou de modestie forcée. Et le but, c'est de rappeler aux gens qui est le maître des lieux. Dans les lettres de Sulayman al-Qanouni, Sulayman le Magnifique, connu en Europe, c'est Sultan Sulayman, connu bien loin des films qui nous le dressent comme étant un coureur de jupons. C'était quelqu'un qui avait reçu des lettres de demande d'aide du roi Louis Ier, si ma mémoire est bonne, de France, pour l'aider à récupérer la ville de Nice. Et l'une des exigences qu'il avait faites, si les récits historiques sont bons, c'est que l'adhan soit prononcé. Et il a été prononcé pendant 5 ans dans une ville du sud de la France. Et avant de répondre à ces lettres, il rappelait que c'était lui, le sultan d'Irak, de Syrie, d'Algérie, d'Égypte, du Hijaz. Il rappelait qui il était. Le début de ces lettres de correspondance entre les rois ont justement pour but de dresser ce respect. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez un Européen qui vient au Maroc, il faut voir comment les commerçants le traitent, comment les Marocains le traitent. Ils sont toujours en train de cette gentillesse un petit peu, parce qu'ils ont été convaincus par un système éducatif, par un système économique puissant, lobbycrate, par un système médiatique qui véhicule aussi des idées reçues totalement fausses, que la lumière vient d'Occident et que les Arabes
en tant que civilisation que les musulmans, ce qui est un cercle beaucoup plus grand que les Arabes, parce que les Arabes ne constituent que 25% des musulmans à ma connaissance, euh, sont un détail de l'humanité. Vous voyez. Ça a à voir peut-être avec le fait que, comme dirait Rachid Achichi, le fait que le Maroc est un objet en géopolitique et pas un sujet. Écoutez, de toute façon, aujourd'hui, moi j'irai plus loin. C'est que donnez-moi les pays qui sont sujets. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, vous avez une administration qui s'appelle la SAIC. Si vous inversez, c'est CIA avec un S, Security. Et dans cette administration, on a des cohortes de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Une équipe, deux grandes équipes qui sont des équipes républicaines et deux grandes équipes qui sont des équipes démocrates. Et à chaque fois que l'élection est gagnée par tel ou tel camp, on met en avant ces équipes. Regardez les sponsors des élections aux États-Unis pour voir que dans de nombreuses élections, on a un sponsor qui sponsorise le démocrate et le républicain. Regardez l'histoire des présidents des États-Unis, et même en France bien souvent, c'est celui qui collecte le plus de dons et de contributions qui gagne. Donc au final, est-ce qu'on est vraiment en démocratie ou bien on est en plutocratie? La plutocratie, je vous rappelle que Platon avait ordonné les systèmes dans 5 ordres. Il y avait l'aristocratie, donc le système où c'est le plus brave, Kratos c'est le pouvoir, et Aristo c'est le plus brave, le plus intelligent, le plus vertueux, qui gouverne. Quand ce système dévie, on dévie vers quoi? Vers la plutocratie. C'est le système où c'est l'argent qui est maître. C'est le capitalisme. Quand ce système dévie, on dévie vers l'oligarchie, c'est-à-dire la tenue des contrées et des pays par les notables, les grandes familles. C'est le capitalisme familial de cooptation, baksahbisme. Une expression que je reprends d'ailleurs. Et quand ce système dévie, on tombe dans la démocratie. La démocratie, elle est classée en 4e. Qu'est-ce qu'il y a juste après la démocratie? La tyrannie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le gouvernement de la masse, on a le gouvernement de un. Et dans le système démocratique, pourquoi Aristote pensait, Platon et les philosophes grecs en général, que c'est un système vicié? Je vous renvoie au livre Les politiques de Aristote. La démocratie est un régime vicié. Le bon régime, c'est le gouvernement constitutionnel aristocrate. Et même Rousseau il montrait bien que la démocratie, c'est un système qui n'est pas voué à réussir. Et on le voit aujourd'hui, la démocratie n'est pas un système qui est en place. C'est le système plutocrate et lobbycrate. Regardez les dépenses de lobby. Première ville au monde de dépenses de lobbying, Washington. Des centaines de milliards dépensés par les lobbies de la finance, les banques, les lobbies pharmaceutiques, de l'armement, des grandes industries pétrolières. Bruxelles, deuxième ville, comme par hasard. Donc ce n'est pas à Londres qu'on investit ou à Paris, c'est à Bruxelles. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se font les grandes directives européennes. Et donc, c'est illusoire de penser qu'aujourd'hui, les gouvernements sont des sujets. Les gouvernements sont des objets. Et dans les objets, bien sûr, il y a des objets auxquels on donne beaucoup d'importance, comme notre téléphone, et il y a des objets pour lesquels on donne moins d'importance, comme le scotch qui est posé là-bas, ou quelque chose comme ça. Et donc, dans cet ordre, les vrais sujets, alors attention, il ne faut pas tomber non plus dans le complotisme nihiliste. Parce que le monde est beaucoup plus complexe pour être géré par une petite famille. Et donc, mais on a un certain nombre de connivences et de confluences d'intérêts qui se regroupent à Davos, à Bilderberg, etc., etc. Et des noms de famille qu'on retrouve bien souvent dans pas mal d'endroits. Et des fonds de pension, comme BlackRock par exemple, ou de grandes banques, qu'on retrouve actionnaires dans pas mal de grandes sociétés qui dominent aujourd'hui, comme Amazon, etc., etc. Et donc au final, penser que les gouvernements sont des sujets, c'est se mettre le doigt dans l'œil. À mon sens, si on raisonne d'un point de vue relatif, c'est-à-dire gouvernements occidentaux, gouvernements des autres pays, si on restreint la relation dans ce carré, oui, bien sûr que les objets sont les gouvernements des autres pays et les gouvernements occidentaux sont sujets. Mais quand on agrandit le scope, les gouvernements occidentaux sont aussi des objets.
Ils sont aussi des objets dans la mesure où les décisions politiques dépendent de l'argent. C'est celui qui rassemble le plus de dons qui gagne. Donc au final, ce n'est pas le peuple qui s'exprime, c'est ce qu'on a fait croire au peuple à coup de matraquage publicitaire et médiatique et de publicité dans des chaînes qui passent en boucle un certain nombre de discours et un certain nombre d'intellectuels, que le peuple arrive à être convaincu d'une certaine décision et qu'il pense qu'il faut voter pour X ou Y. Donc au final, la démocratie est ce régime vicié, comme le dit Aristote ou Rousseau, tout simplement parce que le peuple, la masse, qui est en général pas intellectuelle, est une masse qui est facilement manipulable à coup de matraquage scolaire, éducatif et médiatique. Donc on lui met en place un idéal et elle court derrière cet idéal en pensant que l'accomplissement et la réussite sociale, c'est cet idéal. Une maison, une voiture, un compte bancaire, un voyage en vacances dans le sud de l'Espagne, etc., etc. Est-ce que ça c'est un idéal? Donc au final, cet ordre, sujet, objet que l'on pense est un ordre qui est à étayé, parce qu'au final, les gouvernements occidentaux ne sont pas sujets non plus. Les vrais sujets, ce sont les détenteurs du capital financier et des liquidités. Ce sont eux qui mettent en place les vraies décisions. Ce sont eux qui influencent les canaux de lobbying. Ce sont eux qui tiennent les médias comme Havas en France, qui sont actionnaires dans plusieurs chaînes, dans plusieurs journaux. Ce sont eux les faiseurs d'opinion. Ce sont eux qui sont actionnaires dans les sociétés, qui emploient des marketeurs, qui mettent en place un idéal de marketing qui devient le principal moyen de façonner l'inconscient collectif. Donc ce sont eux qui sont les vrais sujets. Et c'est à partir de là que celui qui veut mettre en place un changement doit penser, il ne faut pas rêver de démocratie. La démocratie, à la base, est un régime vicié. Parce que, comme disait Rousseau, c'est un régime qui donne le pouvoir à la masse. Or, la masse va choisir le court terme, les plaisirs immédiats, et va négliger le long terme et la complexité du monde économique et social et politique et les éléments qui sont vraiment fondamentalement structurants. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la capacité d'analyser cette complexité. Et donc on va privilégier l'immédiat, on va privilégier la société de consommation de masse, on va privilégier celui qui nous donne plus de dettes, plus de crédits, plus de vacances, de liberté, plus de vices peut-être, plus de loisirs, etc., etc. Et c'est en ce sens que la démocratie est un régime qui n'est pas du tout à souhaiter ou à chercher. Alors, quand je dis la démocratie qui est le quatrième système, je ne vous envoie pas vers la tyrannie, bien sûr. C'est pire. Non, je vous renvoie vers l'aristocratie intellectuelle. L'aristocratie intellectuelle, celle qui est défendue par les philosophes grecs et qui est aussi la référence dans le Coran. Le concept de adl est très important. C'est quoi l'adl? L'adl, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on entend. L'adl, c'est la personne honnête, intègre. C'est pour ça que Platon disait qu'au final, sa théorie, c'est que ce sont les philosophes qui doivent être les rois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de... Ils sont détachés des plaisirs. Ils ont compris que les plaisirs, ce sont des choses éphémères, qui ne vont... Le monde varie entre souffrance et ennui, comme disait Schopenhauer, c'est-à-dire souffrance pour atteindre ce qu'on voulait acheter et l'ennui après qu'on l'ait acheté, et souffrance pour atteindre le plaisir qu'on cherchait et l'ennui après avoir atteint le plaisir qu'on cherchait. Donc les philosophes rois vont au-delà de ça. Et les philosophes rois chez nous, en tant que musulmans, ce sont les savants, les intellectuels. Zahid, l'alim zahid, l'amil, c'est-à-dire celui qui craint le jour du jugement. En démocratie, il n'y a pas de jour du jugement. En démocratie, dans un système rationnel, si vous arrivez à être le passager clandestin de la théorie d'Anderson, c'est-à-dire que vous vivez dans un immeuble, mais vous êtes le seul qui ne paye pas le syndic, et que vous arrivez à vous en tirer, vous êtes un gagnant. C'est pour ça que la théorie des jeux, au final, elle résulte souvent dans le mauvais résultat. L'équilibre de Nash s'équilibre souvent dans le mauvais équilibre. Pourquoi? Parce que le rationnel qui est truand, le dictateur qui a tué aujourd'hui 50 millions de personnes, ou 20 millions de personnes, ou 10 millions de personnes, les Khmers rouges, les Staline, les Hitler, les Mao Tse-tung, les Léopold qui a tué 15 millions au Gabon, au Congo, ne sont pas musulmans déjà, et ce sont les plus grands criminels de l'histoire. Ces gens-là, s'ils arrivent à s'en tirer à bon compte, au final, et mourir une mort paisible comme Staline, qui va récupérer le haqq? Qui va récupérer le haqq de ces dizaines de millions de personnes
qui sont mortes à cause de lui. En démocratie, il n'y a personne. Rien du tout. Rien du tout. Ou des systèmes qu'on va mettre en place pour réconciliation, etc. Mais au final, le haqq, c'est le jour du jugement. C'est pour ça que la différence entre l'islam et tous ces systèmes, c'est le jour du jugement. Parce que dans le jour du jugement, tout va être compensé. Et ce jour du jugement permet même à celui qui est rationnel, intelligent, truand, qui sait se faufiler dans les émails, qui a des relations, qui connaît, qui a Baksahbi, s'il intègre le paramètre du jour du jugement, il va s'écarter un petit peu de ce genre de pratique. C'est un paramètre qui fait pencher la balance et qui est lourd. Et donc c'est en ce sens que la démocratie, pour moi, c'est une illusion, c'est un mirage. Avant de mettre un pied dans l'économie et parler préférence nationale, c'est quoi être marocain? C'est quoi être Alors, marocain? Je dois sortir la carte c'est ju- nationale, c'est ça? C'est un manque de respect total de vous interrompre à chaque fois, et on fera une pierre deux coups. Voici ce que dit Pierre Vermeren, maître de conférences en histoire du Maghreb contemporain à l'université Panthéon-Sorbonne, dans son ouvrage Le Maroc, sur les Marocains. Pierre Vermeren, qui était aussi, il me semble, prof au lycée Descartes. Voici donc ce qu'il dit au sujet des Marocains. Des terrasses d'un riad, du balcon d'un hôtel ou des vitres fumées d'un autocar, le Maroc est un pays en quadricolore, sans odeur ni saveur, et les Marocains, les figurants de leur propre vie, sans épaisseur sociale, politique et humaine. Votre réaction? C'est fort. On dirait entendre Ernest Renan quand il parle de la langue arabe en disant que c'est une langue qui n'est pas une langue destinée à devenir une langue de science, une langue de poésie. Et faire fi de tout l'historique scientifique dans un élan néocolonial. Non, c'est fort. Déjà, qu'est-ce que être marocain? Bon, être marocain, c'est savoir que dans ces moments difficiles et dans ces périodes difficiles, il y aura toujours un muqaddam pour vous assister. Euh, mais mis à part cela, être marocain, c'est être marocain, d'abord, c'est connaître l'histoire de son pays. Et ne pas penser que l'histoire, c'est nos ancêtres les Gaulois, ou l'histoire commence il y a 2 ou 3 siècles. Être marocain, c'est connaître le Qarawiyyin, c'est connaître le Moujahidine dans les côtes marocaines contre les Portugais. C'est connaître Ibn Hachir qui a été savant, mais qui a été aussi orientateur des résistants devant l'invasion portugaise. C'est connaître l'histoire de Qadi Iyad, qui, lorsque Ceuta était encerclé par le Mouahidine, et c'était la fin de l'épisode de l'Mourabitin qui ont récupéré l'Andalous, entre autres, et réunifié plus tôt. Il a été convoqué par le Mehdi Ben Sommart, il lui a dit donc il a dit que la résistance, parce qu'ils allaient détruire Ceuta et tuer tous les habitants de Ceuta, il s'est rendu à la garnison et a dit c'est de ma faute, c'est moi qui ai organisé la résistance. Ils l'ont ramené à Marrakech et le Mehdi Ben Sommart lui dit écoute, moi je peux te relâcher si tu fais un écrit et que tu l'envoies à tous les à tout l'Amsar, toutes les régions pour dire que je suis le Mehdi de Moussadar. Et Mubashara, après avoir dit non, ni les lances, les gens qui l'entouraient, les geôliers d'Yelo, l'ont transpercé d'une manière affreuse. Être marocain, c'est connaître que le Qarawiyyin, la plus ancienne université au monde encore active, a été fondée par Fatim el-Fihriya. Donc, être marocain, c'est être domicilié fiscalement au Maroc et ne pas avoir des comptes aux îles Vierges, au Panama, à Monaco, ne pas avoir comme orientation principale les discussions de salon parisien, ne pas penser que les problématiques des Marocains, c'est les problématiques discutées dans les salons parisiens. Être marocain, c'est savoir que nos savants ont façonné cette société. Être marocain, c'est savoir que l'Aouqaf permettait à la société civile d'avoir une autonomie et que le maréchal Lyoté est venu pour centraliser tout ça et déposséder la société civile de tout pouvoir pour qu'elle devienne objet, justement, qu'elle devienne facilement exploitable et orientable. Euh, Être marocain, c'est bien sûr tout ce qui est culturel, habits, traditions culinaires, etc. Ça, c'est fondamental. Mais être marocain, c'est avoir envie que ce pays soit brillant de nouveau dans l'histoire, comme l'a été ce pays
notamment lors de l'apogée de Fès et de l'Andalus, et leur rayonnement à travers le monde, où les rois anglais envoyaient leurs filles et leurs enfants, et les Parisiens venaient étudier en Andalousie, et où un certain pape, dont j'ai oublié le nom, a fait ses études à Cordoue avant de devenir pape. Et donc, être marocain, c'est vouloir que ce pays ne soit plus à la remorque, et qu'il soit une locomotive, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et les Marocains en ont la capacité. Mais cette capacité, elle doit être forgée dans un système éducatif, de valeurs, d'éthique et de morale. Aujourd'hui, on enseigne l'éthique nulle part, à part dans quelques modules perdus dans quelques écoles. Justement, comment définiriez-vous le mode d'organisation sociale qui façonne le quotidien des Marocains? Les Marocains, les pauvres, sont étirés. Ils sont arrachés de leur histoire, de leurs racines, de leurs traditions, qui sont connus par leurs grands... Moi, j'ai eu l'occasion de passer une année avec ma grand-mère et d'apprendre beaucoup de l'histoire du Maroc, des années 40, 50, hein, mais c'est pas très ancien. Où les femmes portaient le haïk, c'est-à-dire le niqab dans le langage contemporain, dans les années 50 et avant. Tout le monde, toutes les femmes quasiment portaient ça. Dans les années 60-70, il y a eu la vague de dévoilez-vous, vous êtes belle, vous êtes jolie, etc. Donc on avait les photos en noir et blanc des filles en jupe dans les rues Casablanca, etc. Mais avant, en discutant avec les personnes d'il y a 2-3 générations, les Marocaines étaient en haïk, habit traditionnel marocain. Quand quelqu'un rentrait dans la maison, il demandait wesh kayn trek, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des femmes pour que l'homme puisse passer, ou là qu'il ne les dérange pas avec un regard déplacé, ou qui ne les perturbe pas. Donc les Marocains sont arrachés de cette tradition, ce socle qui fait leur culture, leur identité, et ils sont propulsés dans la société de consommation qui ne connaît aucune valeur si ce n'est consommer, produire et s'endetter, c'est-à-dire l'efficacité, la production, la compétition purement pécuniaire. Encore une fois, le monde, c'est pas juste marocain, parce qu'aujourd'hui McDonald's, les grandes marques, Pizza Hut ou la Coca, etc., pour eux le Maroc c'est un détail, c'est un chiffre. Pour eux, Marocains ou la Guatémalien ou la Mexicain ou la Vietnamien, c'est des équations. Et donc, quel est le but? Le but, c'est de pouvoir s'implanter et vendre. Alors forcément, si on a des pays, chacun avec sa culture, chacun avec ses traditions, chacun avec sa langue, et qu'on est une multinationale, on va devoir s'installer, comprendre la culture locale, faire des produits qui correspondent aux goûts culinaires locaux, faire des publicités qui correspondent à l'imaginaire collectif local. Par contre, si on a Hollywood, si on a Friends, si on a les grandes séries, si on a Game of Thrones, si on a les grandes séries qui sont commercialisées, qui font tout le travail derrière, intellectuel, historique, comme Game of Thrones, etc., même si c'est une simulation, ou bien le travail réel, comme les séries de Friends, etc., qui vous montrent combien consommer dans tel fast-food est un indicateur de réussite, ou là, un certain nombre de films qui vous montrent combien l'idéal, c'est d'être la femme qui s'habille de telle manière, ou là, d'être l'homme qui s'habille de telle manière et qui a telle entreprise, ou là, l'homme qui a eu tel parcours dans sa vie. Si on a les films et les médias qui font tout ce travail, après, il suffit d'aller ouvrir McDonald's. Aujourd'hui, vous avez des centres commerciaux au Maroc qui veulent donner la place à McDonald's, par exemple, ou à d'autres marques qui génèrent du trafic gratuitement, sans loyer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là où ils ouvrent, il y a des gens qui vont venir. Donc, c'est un générateur de trafic. Et donc, si vous avez tout le champ médiatique qui laboure, il suffit de venir et faire la récolte après, en tant que capital multinational. Donc le capital, il n'a pas envie d'entendre parler d'identité marocaine, de passé marocain, d'identité maya, mexicaine, d'identité sud-africaine, d'identité tanzanienne, d'identité indienne. Il n'a pas besoin de ça. Le capital a besoin d'un monde globalisé qui est un petit village transnational pour les marchandises, pas pour les hommes, pour les marchandises, pas pour les hommes, pour qu'ils puissent être productif, qu'il puisse vendre ses crédits avec des taux d'intérêt ribaoui et récolter la consommation générée par ces crédits ribaoui,
pouvoir permettre aux gens de consommer plus que ce qu'ils produisent, plus que leur énergie, pouvoir s'endetter sur 20 ans pour consommer aujourd'hui ce qu'ils vont produire dans 20 ans, et pouvoir produire dans tous les pays du monde des petits esclaves qui pendant 20 ans, entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire le moment de leur vie où ils sont les plus puissants, les plus productifs, vont s'enchaîner avec la dette et tourner toute leur énergie vers le remboursement des traites et ne pas être libre. Et quelqu'un qui n'est pas libre, qui est endetté, ne peut pas penser. Pour résumer, Notre Et ces mode Marocains, d'organisation juste pour sociale. terminer Oui, allez-y. la parenthèse, l'organisation sociale au Maroc, à partir de là, elle est basée sur un certain capitalisme familial, de cooptation, de clientélisme, des inégalités criantes, les bidonvilles à côté des villas qui font 10 milliards, le pauvre mendiant à côté de la Maserati qui roule. Ces inégalités mettent en place des frustrations. Heureusement qu'il y a le wasi dîner un petit peu de Rida ou le Qana'a bil Qada ou le Qadar, qui n'est pas non plus une incitation à la passivité. Attention, j'ai pas envie qu'on me comprenne mal. Mais c'est une compréhension du fait que c'est-à-dire que certains vont être serviteurs à d'autres, mais fonctionnaires, si vous voulez, employés. Le directeur qui va employer quelqu'un, هذاك مسخر Soukhriya, لي هذاك c'est dans voilà le sens, voilà. سخرية Soukhriya. c'est pas dans le Voilà. sens moquerie, c'est dans le Service. sens مسخر. Donc certains vont pouvoir être utiles à d'autres. بعضكم لبعض. Donc ça peut être des deux côtés, parce que aussi le patron, lui, avec son esprit entrepreneur, parce que je crois fermement à l'importance de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social, le patron avec son esprit d'entrepreneur, avec sa prise de risque, et avec son implication quotidienne dans l'entreprise, aussi il est utile aux employés, avec ses innovations, avec ses idées géniales. Et donc c'est des deux côtés. Mais les Marocains sont victimes d'un système qui est plein de corruption, qui est plein de paxahabisme, qui est plein de clientélisme. Certaines familles détiennent, et ont vu leur fortune se multiplier, avec Corona d'ailleurs, détiennent le capital. Ils sont actionnaires dans les grands groupes marocains et les banques. Et donc les Marocains est tiraillé entre, si vous voulez, pas pour citer un parti politique, mais l'asala ou le mu'asara. C'est-à-dire que le Marocain, il voit sa grand-mère et son grand-père en train de lire le Coran, de faire l'adkar, de faire l'ouïd. Et en même temps, il voit une société purement matérialiste qui ne croit pas du tout en ça. Le Marocain, il est laïcisé de manière forcée. On l'a forcé à être laïque. C'est-à-dire, jama, on fait la prière, etc. Et quand on sort jama, on devient un requin. On devient un requin. On ne devient pas quelqu'un d'utile à la société, de productif, de bénéfique. مصدقين والمصدقات. Non, on devient un requin. غفلت رعب. الله يجعل الغفلة ما بين البيع والشراء. Des exemples destructeurs qu'on a dans notre langue. Destructeurs. On est là en train de démonter le capitalisme, pourtant c'est un système qui garantit l'ascension sociale. Il ne garantit rien du tout. Je vais vous dire une chose. Bourdieu a passé des années, voire des dizaines d'années, à travailler sur la thématique de la reproduction sociale. Il a démontré que le système dans lequel on vit est un système qui fait la reproduction sociale de manière quasi parfaite. Il y a des exceptions. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Toute règle dans les sciences politiques, dans les sciences humaines, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans les sciences humaines. Même cette règle, peut-être, n'est pas une règle, si on veut monter un petit peu d'un point de vue épistémologique. Mais dans les sciences sociales et humaines, il n'y a pas de règle. Et donc, ce que Bourdieu a démontré, c'est qu'on est dans un système qui fait la reproduction sociale. Et je vais vous dire comment. Vous avez la famille de l'intellectuel ou de l'homme d'affaires. Quels sont les sujets de discussion à table? Les dernières vacances, le dernier musée visité, le dernier livre lu, la dernière conférence, la dernière pièce de théâtre, le dernier livre historique, les faits politiques, les discussions journalistiques. Vous savez, l'ouvrier, l'employé, l'ouvrier, le pauvre. Quels sont les sujets de discussion à table? Assez d'argent pour payer le loyer à la fin du mois. Problème de santé dans la famille, pas assez d'argent pour entrer dans la clinique. Problème de nourriture équilibrée. Problème de manque de moyens
pour payer les transports pour les enfants qui vont aller faire des études, problème pour payer les études des enfants, problème pour payer l'école. Et donc, on n'est pas dans les mêmes discussions. Donc forcément, l'enfant, qui des personnes intellectuelles ou la riche, forcément, il aura un substrat intellectuel pour analyser les faits et les devoirs en sciences sociales qu'on va lui poser, en histoire, en philosophie, en économie qu'on va lui poser, bien plus aisé que... Et aujourd'hui, avec le système des écoles privées, ça y est, c'est un matraquage final, presque final pour acter de l'inégalité des chances. Donc si on travaille, c'est quoi le travail? Si on revient chez Marx, le travail, c'est donner à l'ouvrier de quoi reproduire sa force de production. C'est-à-dire qu'on donne aux salariés de quoi... Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir un esclave. Je ne vais pas parler de l'esclavage du point de vue occidental parce que l'esclavage du point de vue occidental est un crime abominable. Il suffit de voir comment les esclaves sont traités. Je parle de l'esclavage tel qu'on l'a vécu dans la société musulmane, dans certaines parties de l'histoire. Attention, il y a eu des abus aussi. Donc, de ce point de vue, si on compare celui qui possède un esclave, en tout cas dans l'historique musulman, il doit le nourrir, il doit le loger, il ne doit pas l'obliger à faire quelque chose de plus difficile que ce qu'il a. Il doit prendre en charge ses frais de santé et ses frais de transport. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le logement, la nourriture, la santé, l'éducation, le transport. 90 ou 95% des dépenses ديال les ménages aujourd'hui. ويجلس ياكل معاه. Pourquoi pas? كانوا الجاهلية كيضحكوا على الصحابة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم, ils se moquaient. Pourquoi? Ils mangent avec le mawali. Moi, je ne vais pas utiliser le mot esclave parce que c'est pas la même traduction. Le mawali en islam, c'est pas l'uboudiya. D'ailleurs, c'est interdit de dire à quelqu'un en islam, ya abdi. On est tous ibad lillah. Donc, c'est une autre relation. C'est pas de l'esclavage au sens occidental du terme. Qu'est-ce qui est préférable? D'avoir à couvrir ces 5 postes de dépenses à quelqu'un ou bien? Et d'habiter avec lui. Ou là, il habite juste à côté. Ou là, de l'envoyer habiter à 3,5 km du centre-ville dans une banlieue. Ne pas avoir à subir ses soucis le soir. Ne pas avoir à subir ses problèmes de santé. Il se débrouille avec sa santé. Ne pas avoir à le loger. Il se débrouille pour trouver un logement, prendre la dette. Ne pas avoir à gérer ses soucis de transport et son éducation. Et donc, il va avoir ses propres dépenses de logement, d'éducation, de nourriture, de transport et de santé, et il les gère comme il veut. Et il vient vous donner zebda, ce qu'il a de mieux, sa force de travail et son intellect. Et vous lui donnez 3 000, 3 500, 4 000, 5 000. C'est choquant. C'est choquant. Et c'est comme ça que se structure le capitalisme. Et donc le capitalisme fait en sorte que celui qui est ouvrier, à qui on ne donne pas qu'on ne rémunère pas à sa juste valeur, et des fois, pas toujours, moins bien loti que le maoula, ou l'esclave d'un point de vue civilisation orientale. Je ne dis pas que toujours celui qui travaille à 3 000 mérite plus que 3 000 ou plus que 4 000 ou plus que 5 000. Non, je ne dis pas ça, parce qu'il y a l'offre et la demande aussi qui sont des éléments déterminants, parce qu'au final, l'économie, c'est une économie de marché. Attention, on ne parle pas de socialisme et de communisme, c'est une économie de marché. Mais c'est un système qui vous met en place des idéaux, qui vous pousse à courir vers ces idéaux, et pour toutes les personnes qui sont à la marge de ces idéaux, qui les considèrent comme négligeables. C'est des gens, des gentils. Le Vatican a parlé aujourd'hui je ne sais plus qui dans le Vatican a parlé de 1 milliard de déchets, humains de déchets. C'est-à-dire 1 milliard d'humains qui sont à la marge de la société, dans le monde. Aujourd'hui, on produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes. On produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes. On est 7 à 8 milliards, 8 milliards. On a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. On a un enfant qui meurt toutes les 5 secondes. Est-ce que ça, c'est un système? Est-ce que ça, c'est un système? Statistiques, c'est des statistiques de l'ONU.
on a à peu près 800 millions qui ne mangent pas bien. Et on a un enfant qui meurt toutes les 5 secondes. On a, dans les statistiques de Oxfam, à peu près 30 personnes qui détiennent autant de richesses que 4 milliards de personnes. 30 personnes, c'est-à-dire ils tiendraient dans un studio comme celui-là, qui détiennent autant de richesses que 4 milliards de personnes. Pourquoi ce système? Parce que c'est un système qui s'appelle capitalisme. Pourquoi on l'appelle capitalisme? On ne l'appelle pas travaillisme. Parce que inconsciemment, ce qui a le plus de valeur, c'est le matériel, ce n'est pas l'humain. Si c'était l'humain qui avait plus de valeur que le matériel, on l'aurait appelé le travaillisme. Au moins, donner à la valeur travail sa juste valeur. Ou l'humanisme. Mais on l'appelle capitalisme. Pourquoi? Parce que la puissance, comme on l'a montré tout à l'heure, est détenue par les détenteurs de capitaux, les détenteurs de monnaie, les détenteurs de capital. Et donc c'est un système qui fait que celui qui ne détient pas du capital, il est obligé de s'endetter. Et les banques sont là, telles, comme on dit, le manchart, comme la scie, c'est-à-dire que les banques, elles gagnent en montant et en descendant. C'est-à-dire que quand une banque vous finance, que vous gagnez ou que vous perdez, elle gagne ses intérêts parce qu'elle prend des cautions derrière. Alors que dans une économie participative, c'est pas comme ça. Ça tombe bien. Une question dans ce sens, vu qu'on parle de travail et capital. Il y a quelques jours, le Wali de Banque al-Maghreb a déclaré concernant l'accès au crédit, selon lui, le problème, c'est la qualité des dirigeants d'entreprise. Pour Jouari, ce ne sont pas les banques qui rendent l'accès au financement difficile, ce sont les dirigeants d'entreprise qui manquent de transparence. Pour le coup, le Wali de Banque al-Maghreb nous tend une perche qu'on va saisir volontiers et on va faire dans la simplification à outrance. Pour mener à bien un projet, n'importe lequel, on a besoin de 2 éléments, de travail et capital. Et le progrès technique. Mais ça, c'est d'un point de vue purement matérialiste. La plupart des économistes, docteurs en sciences économiques, observateurs, reprochent aux banques de ne pas jouer le jeu en général. De son côté, le Wali de Banque al-Maghreb nous dit qu'il faut voir du côté du travail, démêler le vrai du faux. Je vais vous dire une chose. L'autre jour, ma petite sœur, c'est la première année où elle fait des sciences économiques et sociales. Et je lisais avec elle les paragraphes à expliquer parce qu'elle avait un contrôle. Et je me rendais compte que les idées reçues et les idées fallacieuses et les concepts qu'on considère comme axiomes sont véhiculés aux enfants dès les premières leçons. C'est-à-dire, c'est comme ça que l'économie fonctionne. On fait soit rigueur, soit relance. Soit on a le crédit, soit on ne l'a pas. Soit on a accès au financement, soit on ne l'a pas. On nous emprisonne dans une dichotomie qui est fausse. Alors on fait quoi? On ne veut pas penser qu'il y a un autre système possible. En réalité, d'abord le problème c'est les banques. Anna, je crois fermement que le problème, le numéro 1 du monde, mais du Maroc, du monde, parce que là, si Jouali est en train de parler d'un microcosme, qui est la société marocaine, les contraintes, etc., on va aller dans le technique. Mais d'abord, le problème initial, c'est les banques. Pourquoi? Conceptuellement parlant, d'abord en tant que musulman. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إلا تبتيو, si vous vous repentez, vous avez le droit au principal, au nominal. C'est-à-dire, si vous voulez revenir à la croyance, vous avez le droit au capital prêté. La tadlimouna ou la tudlamoun. C'est pour ça que si vous cherchez dans un livre de jurisprudence islamique, vous n'avez pas trouvé le crédit dans Fiqh al-Bouyu'. Vous avez trouvé dans les hibat. Le crédit, c'est un acte de bienfaisance. Ce n'est pas une transaction. Pourquoi? Déjà Aristote, il y a 2500 ans, et ça ne va pas changer dans 2500 ans, comme pour la démocratie d'ailleurs, disait que de toutes les manières de gagner de l'argent, l'intérêt est la plus détestable. L'intérêt est la plus détestable. Il est contre nature. Pourquoi? Parce que quand on finance à intérêt, qu'est-ce qui se passe? Celui qu'on finance, il peut gagner, il peut perdre. S'il gagne, on aura un partage de valeur ajoutée. Par exemple, on finance quelqu'un à taux de 5%. Son profit annuel à la fin de l'année, net d'impôts, net de kulchi, c'est maintenant 10%. Il va donner 5% à la banque et il va prendre 5%. Ça, c'est s'il gagne. La banque, elle a déjà pris les garanties. Première faille, on va y revenir. Mais s'il perd, qu'est-ce qui se passe? L'image qu'on a du croupier au casino qui ramasse tout.
Ils ramassent toute la table. C'est ce qui se passe. C'est en temps de crise que les banques et les capitalistes s'enrichissent. C'est en temps de crise. Pourquoi? Parce que dans les crises, c'est des crises de liquidité en général. Il n'y a pas de liquidité. Les gens vendent à moitié prix. Les maisons en 2008 aux États-Unis ont été vendues à moitié prix. Quand les gens vendent à moitié prix, ben les capitalistes viennent acheter à moitié prix, ce qui vaut peut-être 3/4 du prix, si les liquidités étaient là. Et donc, quand l'économie reprend, ils vendent au double du prix. Et donc, c'est en temps de crise que les capitalistes s'enrichissent. Ce n'est pas en temps de prospérité. C'est pas en temps de prospérité. Donc, le problème numéro 1, d'abord d'un point de vue islamique, c'est que les banques sont des outils qui font que nous, en tant que musulmans, on vit dans une sphère li مهيمن عليها واحد اللعنة, c'est-à-dire une malédiction. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هم سواء, c'est-à-dire tout l'écosystème, celui qui fait le contrat, celui qui le rédige, celui qui le كلهم ملعونين. Donc هذه اللعنة c'est quoi? Si on est musulman, on sait que اللعنة c'est mauvais, c'est طرد من رحمة الله. مابقاتش رحمة. Donc ملي الناس كيقول لك ما كاينش حتى ما كاينش رحمة, il y a des raisons. Mais aujourd'hui, la rahma, elle est plus profonde. Quand on vit en tant qu'humain dans le stress, dans l'inconfort, dans la pression, on ne peut pas dire que on peut pas dire tel individu ماشي مرحوم parce que c'est Dieu qui le sait. Mais cette équation, on la vit. Et donc d'un point de vue islamique, c'est comme ça. D'un point de vue conceptuel, il n'existe pas en finance un investissement à revenu garanti. Je défie quiconque de me donner, en dehors des obligations des taux d'intérêt, je défie quiconque de me donner en économie un seul investissement qui comporte zéro risque, parce que je ne parle pas du risque de crédit, parce que le risque de crédit, ce n'est pas un risque, c'est un risque qui est garanti parce qu'en islam, la dette s'hérite. D'accord? Je défie quiconque de me donner un risque, un investissement sans risque. Ça n'existe pas. Les banques, elles ont inventé ce truc-là. Elles ont inventé le truc pour pouvoir s'enrichir, que l'économie monte ou qu'elle descende. Donc forcément, il y a une force centripète. C'est-à-dire que ça se concentre, les richesses. Donc au fil des siècles, 16e, 17e, 18e, les fortunes se sont contractées dans des grandes familles, dans des énormes géants capitalistes. La contraction, c'est le taux d'intérêt, c'est la dette avec le taux d'intérêt qui la rend possible. Si on était dans un système participatif, où quand on investit, on partage les gains et les pertes, c'est le concept de l'économie islamique. On peut l'appeler islamique, on peut l'appeler participative, on peut l'appeler... moi, je préfère participative. L'économie, pas la finance. Ouais, la finance aussi. Okay. C'est l'essence, c'est de partager, c'est cette solidarité qui est intrinsèquement rationnelle, même économiquement. L'intérêt, c'est irrationnel économiquement. Ça n'a aucune espèce de sens. Alors, on va me dire les objections classiques de l'intérêt, l'inflation, le risque de crédit. Mais tout ça, c'est mesurable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'inflation, on la mesure. Non, mais l'inflation, le club d'Europe... C'est irrationnel. L'inflation, non, j'ai pas dit c'est irrationnel. J'ai dit l'intérêt, économiquement parlant, est irrationnel. Il n'a aucune justification, si ce n'est l'exploitation de l'homme par l'homme. L'exploitation du capitaliste, l'exploitation de celui qui ne détient pas le capital par celui qui détient le capital, tout simplement. C'est pour ça qu'il est formellement interdit dans toutes les religions monothéistes, sauf les juifs qui ont modifié certaines choses et les chrétiens qui l'ont légalisé en 1822. Mais il est formellement interdit. Et aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'islam est fortement combattu, parce qu'il combat la colonne vertébrale du capitalisme. C'est la dette à intérêt. C'est la dette à intérêt. Dans un système sans dette, on n'est pas obligé de faire de la croissance effrénée. On n'aura pas un effet de cliquet. Parce que pourquoi tous les gouvernements parlent de croissance? Pour l'emploi. Mais s'il n'y a pas de croissance, qu'est-ce qui se passe dans le budget? On n'a pas assez d'argent pour rembourser les intérêts de la dette. On a un service des intérêts de la dette de 30 milliards de dirhams. 30 milliards de dirhams. Donc la croissance, c'est une religion. La croissance est devenue une religion. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est une religion. Parce que l'intérêt, c'est une religion. Or, cet intérêt est posé comme un axiome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que 60% d'intérêt, c'est quelque chose de bien. Si on est à 50, on doit aller un peu plus. On entend des économistes parler de relance par la dette, tout en oubliant le fait que la dette, de toute façon, c'est soit de la fausse monnaie, c'est de la planche à billets, soit de la monnaie à libellée à intérêt, parce que de la fausse monnaie, elle va provoquer de l'inflation.
même si elle est investie dans du capital productif, parce que de toute façon, il n'y a pas la demande derrière, il n'y a pas la structure de la société qui va produire la demande derrière. Et Quand vous dites la fausse monnaie, c'est le système de création monétaire. soit c'est de la fausse monnaie, voilà, l'argent de dette, soit c'est de l'emprunt à l'international, qui est lui aussi intérêt. Alors là, c'est la double peine, c'est la devise et les intérêts. C'est pour ça que je suis ébahi quand je vois les journaux titrés. Le Maroc a réussi sa sortie à l'international. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui va à la guillotine et on dit ce monsieur a réussi la montée des escaliers de la guillotine. Qu'est-ce qu'une sortie? Appelez les choses par leur nom. Le Maroc est un pays qui structurellement ne produit pas un système éducatif qui permet de produire de la connaissance suffisamment pour être compétitif à l'échelle mondiale, parce que le protectionnisme, sauf s'il est éducateur, temporaire, etc., ça on peut en discuter, mais le protectionnisme c'est une fausse solution. Le souverainisme c'est une fausse solution s'il est économique, parce que de toute façon, on est mis en concurrence avec les autres pays, donc si protectionnisme il doit être court et temporaire, et on doit savoir que de toute façon il est voué. En général, c'est voué à l'échec, parce qu'on se recroqueville. Donc il faut même si on axe, que le si on système offre, économique puisse d'abord donner le pouvoir à la société civile pour qu'elle puisse produire un système éducatif. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État, on veut que l'État fasse tout. Mais dans notre tradition, et là on parle de tradition, il y a une tradition qui était sympa dans l'histoire du monde musulman, c'est que l'État ne gérait pas les écoles, il ne gérait pas les mosquées, et il ne gérait pas les hôpitaux. Qui les gérait alors? La société civile. En islam, on a un formidable truc qui s'appelle al-awqaf, l'immobilisation d'un capital de manière éternelle. Aujourd'hui, les plus grandes universités au monde sont basées sur l'endowment, l'awqaf. Harvard, Stanford, etc. Awqaf. À Fès, on avait le waqf monétaire. Quand un jeune voulait se marier ou faire une petite affaire, les commerçants se rassemblaient et mettaient un waqf. Où là, il y avait un waqf déjà qui circulait, on le prêtait à X, il faisait son affaire, il le remboursait. On le prête à Y, il fait son affaire, il le rembourse. On le prête. Et il y a un adr waqf, quelqu'un qui gère ce waqf. Tradition qu'on a perdue. La société civile doit s'occuper de l'éducation. Entre les membres de la famille. Oui, entre les membres de la famille, etc. Mais dans un pays où 94% on est classé premier ou deuxième dans le classement de la malhonnêteté au monde, je comprends que les gens ne veuillent plus prêter. Aujourd'hui, c'est même un tabou de demander un prêt à quelqu'un, il vous regarde avec des grands yeux, il vous dit il y a la banque. Oui, c'est ça le problème, il y a la banque. La banque ne devrait pas être là. On devrait avoir un système financier participatif. Une autre institution qui ne s'appelle pas la banque, ou qui s'appelle la banque, on peut l'appeler comme on veut, mais qui investit dans les projets, qui fait du capital risque. Et pas du prêt à intérêt, parce que le prêt à intérêt, c'est ce qui a poussé à l'argent de dette, la fausse monnaie, le subterfuge qu'on vit aujourd'hui, le dollar, l'euro, tout ça c'est des subterfuges. Trump a injecté 2 à 3 000 milliards de dollars avec la crise du Covid. C'est autant que tout ce qui a été injecté par la Fed depuis 2008. Quand on a la fausse monnaie, le fait qu'on est élu pour 5 ans, une autre faille de la démocratie, fait qu'on se soucie de la réélection, pas de l'intérêt à long terme. Alors, l'intérêt à long terme, ce n'est ni la relance par la dette, ce n'est ni la politique de relance par la dette, ni la politique d'austérité, c'est la politique structurelle, c'est-à-dire les réformes structurelles, c'est-à-dire faire un audit de l'État et des entreprises et voir où est-ce que l'argent est gaspillé. Et pousser les gens à investir dans... D'ailleurs, il y a une émission médiatique qui m'étonne parce que dans les canaux médiatiques aujourd'hui, vraiment, c'est en dessous du niveau de la mer. Mais il y a une émission sympa qui montre des jeunes entrepreneurs et des investisseurs qui veulent investir sans citer l'émission. Ça, c'est une initiative à louer. Parce que, vous pouvez la citer. Non, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, même si quelqu'un fait 99 choses qui sont catastrophiques, comme ce que font les chaînes médiatiques aujourd'hui, et pas mal de nos radios, de nos journaux, quand il fait quelque chose de bien, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître. Et donc, le problème principal, c'est l'économie basée sur la dette qui fait qu'on est obligé de faire de la croissance. Quand on fait de la croissance, on est obligé de détériorer la planète un petit peu plus parce que la planète n'a pas besoin de produire toujours plus. Si la population mondiale diminue, pourquoi on va produire plus? Parce que produire plus, ça implique quoi? Ça implique vendre plus. La théorie du déversement, Jean-Baptiste C, l'offre crée sa propre demande, ce qui est d'ailleurs une illusion assez sympathique parce que ça ne se vérifie pas en économie. Mais pour faire de la croissance, la croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées. Croissance du PIB, somme des valeurs ajoutées créées par les entreprises. Donc pour faire de la croissance,
et donc de l'emploi sous le sens conventionnel du terme, on doit créer, parce que l'une des alternatives au sous-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et donc pour faire de la croissance, et les coopératives et pas mal d'autres solutions, mais pour faire de la croissance, il faut produire plus. Pour produire plus, il faut vendre plus. On ne peut pas produire plus et ne pas vendre. Pour vendre plus, il faut faire plus de marketing, plus de consommation. Et donc, on va allumer le feu dans les humains, les êtres humains de toute la planète pour qu'ils consomment toujours plus, qu'ils dépensent toujours plus pour que le système capitaliste puisse produire toujours plus, pour au final alimenter un léviathan qui est le système bancaire qui prend des intérêts. Or, les intérêts, quand on crée de la monnaie, qu'on rembourse, le capital se détruit. Qu'est-ce qui reste? Les intérêts. Les intérêts doivent bien venir de quelque part. S'il y a de la croissance, on va partager la valeur ajoutée. Une partie va aller aux intérêts, une partie va aller aux dividendes. S'il n'y a pas de croissance, d'où vont se nourrir les intérêts? Eh bien, de la dépréciation de valeur qu'a vendu le monsieur qui a vendu, ou l'entreprise, ou l'État qui a vendu les bijoux de famille, pour rembourser des intérêts, et c'est de là que le système d'intérêt, le système bancaire capitaliste s'enrichit, qu'il y ait croissance ou décroissance. D'ailleurs, le système d'intérêt amplifie les cycles. Au lieu d'avoir une croissance à 2, on a une croissance à 3, à 4. Au lieu d'avoir une récession à 2, on a une récession à 3, à 4, etc. Donc la catastrophe qu'on vit aujourd'hui, c'est le fait que pour tout le monde, les intérêts, c'est devenu quelque chose de normal. Il faut savoir qu'au Maroc, le traité d'Al Jazeera, ça a introduit Banque le Maghreb. Enfin, non, pas Banque le Maghreb. La Banque nationale, je ne sais plus quel était son nom. Les savants, les ulama de fait, ont retiré leur bay'a à cause de cette histoire. Mais les savants ont retiré leur bay'a à cause des intérêts, parce que c'est quelque chose qui est riban akbar al-kaba'ir. Et d'ailleurs, l'Izz ibn Abd Salam, qui est un savant de Maqasid Sharia, disait il y a deux choses que je n'ai pas très bien compris dans l'islam. C'était des savants, mais ils étaient modestes. Et l'une des deux choses qu'il n'avait pas compris, c'est pourquoi les intérêts étaient min akbar al-kaba'ir. C'est l'une des deux choses qu'il n'avait pas compris. Je comprends tout à fait que le capitalisme soit une course effrénée derrière le profit. Pourquoi vous dites que le protectionnisme n'est pas une alternative? Surtout compte tenu du contexte actuel, de la configuration de notre économie et de cette crise, si tant est qu'on puisse profiter d'une croissance à l'international. Aujourd'hui, ni le protectionnisme intellectuel, ni le protectionnisme économique ne sont une alternative. Le protectionnisme intellectuel, c'est quoi? C'est dire aux gens, écoutez, on a notre propre vision, n'écoutez pas ce que disent les autres sur la culture ou la religion, etc. On est autonome et on se recroqueville. Ça ne marche pas parce que les jeunes cherchent sur Google. Donc il faut que toi, en tant que puissance intellectuelle, puissance étatique, puissance médiatique, il faut que toi, tu produises du contenu plus intéressant pour les jeunes que ce qu'ils vont trouver sur Google chez les voisins ou là, chez les ennemis. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le protectionnisme économique ne va pas marcher non plus. Parce que le protectionnisme, c'est quoi? En économie, on démontre en microéconomie que le monopole conduit à une situation de sous-équilibre. À partir du duopole où on a une vraie concurrence, on va vers l'optimal. Mais une vraie concurrence, il faut une vraie concurrence. C'est-à-dire que le protectionnisme, c'est quoi? C'est un monopole à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité qu'aux vendeurs nationaux de vendre, ou là on va fermer les robinets des importations. C'est quelque chose qui n'est pas viable. Pourquoi? Parce que celui à qui tu donnes un privilège temporaire va mourir de toute façon. Ou là probablement, sauf si tu l'éduques, sauf si tu l'accompagnes. Et ça, on a vu avec les accords avec la Turquie, avec d'autres pays, dans l'artisanat et dans pas mal de secteurs, les accords avaient comme réserve de pouvoir accompagner l'industrie artisanale et autres, et ça, mais en 10 ans, pas grand-chose n'a pu se faire. Et donc, le Maroc est perdant dans tous ces accords de libre-échange, sauf là avec la Jordanie, je pense. Mais pour des raisons de politique de connivence et autres, on a rompu plutôt avec les accords de Turquie, mais pas avec les accords des États-Unis ou de France, avec qui on est beaucoup plus déficitaire que la Turquie, pour des raisons de pression politique et de préséance qu'on a citées tout à l'heure. C'est vraiment pas évident. Quel système alternatif au statu quo? Vous savez, quand on parle de système, il y a plusieurs angles. Il y a l'angle d'abord de l'inconscient individuel, de la réussite sociale. Qu'est-ce qu'on considère être la réussite sociale? Ensuite, il y a l'angle économique. Ensuite, il y a l'angle monétaire et financier. Ensuite, il y a l'angle politique.
ensuite il y a l'angle éducatif, et ensuite il y a l'angle médiatique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les sciences humaines, tout ce qui traite de l'homme, toute personne qui vient vous dire tel système est bon, tel système n'est pas bon, c'est quelqu'un qui fait du dogmatisme, qui fait du populisme et qui vous donne des recettes faciles et qui veut gagner votre vote ou votre voix ou votre like. C'est pour ça que le discours scientifique est a beaucoup moins de... Regardez combien de gens vont regarder les conférences scientifiques et regardez combien de gens vont regarder quelqu'un qui a fait une blague à quelqu'un d'autre dans la rue. Ou là de chanteur. Pour les seconds, vous allez avoir 100 000, 500 000, 800 000, 10 millions, 100 millions de vues. Pour le deuxième, vous allez avoir 1200, 1500 vues, 3000. En politique, c'est la même chose. Le politicien qui va venir expliquer aux gens la complexité, le fait que le système, c'est pas une recette miracle, mais il y a des confluences de facteurs. Par exemple, dans mon doctorat, pourquoi il y a de la spéculation en bourse? J'ai construit un baromètre d'évaluation du risque de spéculation. Je pensais avoir une recette simple. Je me suis retrouvé avec 24 facteurs. Il y a 24 facteurs, à peu près la moitié endogènes et à peu près la moitié exogènes. À peu près 5 à 6 qui sont liés au comportement des traders et des agents. À peu près 5 ou 6 qui sont liés aux transactions. À peu près 5 ou 6 qui sont liés au cadre réglementaire. À peu près 5 ou 6 qui sont liés au cadre financier. À peu près 5 ou 6 qui sont liés au cadre macroéconomique et financier d'endettement. Donc c'est ultra complexe d'expliquer un petit truc comme la spéculation boursière qui fait dérailler autant de bourses et dérailler autant de systèmes et qui est en fait un cancer. Le système financier mondial est un cancer. Il évolue dans un cadre de tumeur. C'est une tumeur parce que la finance, ça ne produit rien du tout. D'une manière générale, la finance, ce n'est pas un système productif. Comme disait Maurice à les prix Nobel de l'économie 88, la finance, elle ne produit rien du tout. Elle se greffe à l'économie. Elle mange un petit peu la valeur ajoutée créée dans l'économie réelle et elle l'envoie aux traders, aux gérants de fonds, etc., avec comme prétexte l'apport de liquidité. De toute façon, cette liquidité, si elle n'était pas entre les mains des financiers, elle serait entre les mains de l'économie. Donc, c'est une tumeur qui se nourrit de la valeur réelle produite et qui l'envoie à des gens pour la dépenser. Le problème, c'est les 6 ou les 7 dimensions qu'on a évoquées. D'abord, les facteurs de succès individuel. Aujourd'hui, la réussite sociale, comment est-ce que... La CIA a mis en place 4 indicateurs de comment manipuler quelqu'un. C'est MISE, M-I-S-E. Si vous voulez manipuler quelqu'un, soit vous le prenez par l'argent, et ça marche en général avec 99% des gens, c'est pour ça que le capitalisme et la plutocratie lobbycrate marchent aujourd'hui. Enfin, marche pas, mais c'est elle qui a le pouvoir. M pour money, I pour ideology. Vous arrivez à le convaincre par des thèses extrémistes, ou la idéalistes, ou la révolutionnaire, etc. S comme sexe, pour les femmes. Il y a des gens qu'on arrive à manipuler par des femmes, des espions de guerre, des généraux à qui on envoie des femmes pour se tirer les plans, qui font qu'un pays énorme va perdre une guerre en 6 jours, etc. Ego, eux. Les rois, ils ont l'argent, ils ont l'idéologie, ils ont les femmes. Par quoi on les manipule? Enfin, les rois anciens, par exemple. Et même aujourd'hui, de toute façon. Les gens puissants qui ont les 3, on les manipule par l'ego. Vous êtes. On les gonfle. Et après, on devient gentil. On fait partie du petit cercle. L'islam, il vous enlève les 4. Et le philosophe roi de Platon, il enlève les 4. Donc si on arrive à avoir des gens qui voient la réussite sociale comme l'utilité à l'autre, comme l'idéal vis-à-vis de Dieu, comme la vertu, comme l'utilité pour son prochain, pour la planète, pour soi, on doit être utile pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous différencie des animaux si notre but c'est d'avoir un logement, d'avoir des enfants, une famille, une voiture et de la nourriture? C'est quoi la différence avec les animaux? C'est ça, le capitalisme, il nous réduit à ça? Oui, il nous réduit à ça. Il nous réduit à vouloir des êtres qui procréent, qui produisent et qui meurent. Donc, les indicateurs de succès, ils doivent être changés. Parce que les indicateurs de succès, c'est le pire problème
que ce soit dans les pays, l'indicateur c'est le PIB. L'IDH n'a pas marché, on dit c'est sur le papier, mais c'est le PIB qui classe les gens. C'est ceux qui ont l'argent, qui produisent l'armement, qui ont l'industrie le plus forte, qui sont puissants dans le monde. Donc, il y a des indicateurs de succès. C'est eux qui déterminent le pouvoir, dire les États, et ceux qui déterminent l'orientation du petit individu ouvrier qui va donner tout son pouvoir et s'endetter en plus pour pouvoir consommer tous les jours ou là, tous les week-ends le temple, le ma'bad de consommation qui est rempli de magasins et dans lequel on va aller faire notre Mecque, notre Hajj tous les dimanches pour acheter quelques emplettes de shopping et s'habiller comme notre modèle idéal qui nous a été communiqué par notre idéal médiatique et donc être le rouage utile, l'idiot utile de ce système à travers l'idéal que nous a véhiculé ce film, cette série, ce média, etc. C'est le premier. Il en reste encore 5 ou 6. Le deuxième, c'est au niveau économique. Donc un système alternatif devrait changer d'indicateur de succès. L'indicateur de succès, ça ne doit plus être la richesse, ça doit être autre chose, la vertu. Akhlaq, taqwa. Le deuxième, c'est l'économique. On est dans un système où l'intérêt, c'est la colonne vertébrale, on l'a expliqué tout à l'heure. C'est un axiome, et tout le monde est d'accord, c'est normal, c'est logique. On est dans un système où la dette, c'est quelque chose c'est bien, il faut s'endetter. Dans les écoles de commerce, on nous enseigne que l'autofinancement revient des fois plus cher que l'endettement. Donc même si on a de l'argent, on le garde de côté et on s'endette. C'est de la folie. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني حذر من الدين. جاء عنده راجل قال له يغفر للشهيد كل شيء، قال له كل شيء إلا الدين. La dette non. مات الصحابي جاء عنده الجنازة ما صلاش عليه في الاخر قال له واحد الصحابي ابو قتاده قال له انا نخلص عليه 2 dinars 2 dinars c'est à peu près 8 grammes et demi d'or ça fait à peu près 3200 dirhams 3300 dirhams قال له صافي دونك غتخلص عليه قال خلص عليه صلى عليه الجنازه لا غدي تلاقاه صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل الدينار قال له يا رسول الله توفي الامس يعني عاد مات شنو تلاقاه لا غدي قال له ما فعل الديناران قال له أديتهما قال له الآن بردت ولا برد عليه جلده. La dette, c'est dangereux. L'islam nous pousse à éviter la dette. Même dans la finance participative, on fait une grande erreur quand on met en avant le produit de la dette. Non, c'est le produit participatif. Musharaka, créateur de richesse qu'il faut mettre en valeur. Pas la dette. Et donc on est dans un système qui promeut l'endettement. Puisqu'il promeut l'endettement libellé en intérêt, donc on crée de la fausse monnaie, de l'argent pour de la spéculation, on crée de la dette, on endette encore plus les gens pour qu'ils puissent consommer plus et plus vite, pour qu'ils puissent acheter la maison aujourd'hui au lieu de dans 20 ans. Comme ça, il se dit pied et point lié avec la traite. La voiture, le mariage, le mouton de l'Aïd, l'hamaq, on fait sunna avec la dette. C'est de la folie, avec la dette, le haram, le kaba'ir. Donc la dette libellée avec les intérêts, c'est le deuxième grand problème. Un système alternatif devrait être un système participatif. C'est-à-dire où, quand on veut investir, on collecte des capitaux de plusieurs investisseurs et on les investit. Donc l'économie islamique, elle n'est pas là pour inventer quelque chose, non. Elle est juste là pour remettre au centre du jeu quelque chose qui a été marginalisé, le venture capital. D'ailleurs, les pays anglo-saxons réussissent beaucoup avec le venture capital. Le troisième élément qui nous plonge dans l'abîme, c'est notre système financier et monétaire. Un système monétaire qui est basé sur de l'argent qu'on peut produire à bon escient, à outrance. Aujourd'hui, l'Union européenne injecte des trillions, les États-Unis injectent des trillions, des plans de relance à 700 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards. Et les milliards, le PIB marocain, pour les auditeurs, le PIB marocain, on est à peu près à 120 milliards. Donc quand Trump décide d'injecter 2000 milliards, c'est comme s'il décidait d'injecter le travail de 30 millions de Marocains pendant 15 ans, qui je me offre un petit papier ou qui un petit plan de relance pour relancer les États-Unis. Vous imaginez la grandeur de la chose. Et après, c'est qui va payer? Les générations futures. C'est les générations futures. Ou bien on va appuyer, on va serrer encore plus les boulons, on va faire plus de croissance pour payer ces intérêts. Et donc on va aller toujours plus, on va polluer toujours plus, on va écraser toujours plus la biodiversité qui a disparu, je pense, à 75%. On va écraser la planète pour faire plus de croissance. Donc un système alternatif devrait être participatif. Plutôt, là on est dans le troisième, dans la finance. Le système financier basé sur l'argent dette et le système financier basé sur
la spéculation boursière. Aujourd'hui, les gens qui détiennent le pouvoir, ce sont les capitalistes financiers, ce sont les bourses. Aujourd'hui, quand Trump annonce une décision, il regarde comment évolue la bourse. Aujourd'hui, quand un roi ou quand un premier ministre annonce une décision, il surveille les marchés. Quand les marchés ne sont pas contents, il baisse. Il se dit, j'ai peut-être pris une mauvaise décision. Il change de décision. Quand un premier ministre adopte un plan politique et que les marchés ne sont pas d'accord, il baisse. Ils vendent. Et donc, ils changent la politique. Donc, ceux qui font les décisions, c'est les traders. C'est des gens qui sont formés à être des requins, en général, qui font un métier inutile, nuisible et qui tuent des gens. Aujourd'hui, ou bien en 2008 plutôt, Goldman Sachs est entré dans le marché des matières premières en ajoutant de nouveaux fonds. Investissement, augmentation de la monnaie qui est injectée dans un secteur, donc forcément augmentation des prix. Les prix du blé et des matières premières comestibles, blé, l'orge, etc. a doublé. Donc le nombre de personnes qui mouraient de faim en Afrique a été démultiplié. On avait des milliers, des centaines de milliers de personnes qui meurent de faim à cause de la spéculation d'un trader à Chicago sur les prix des matières premières. Ça, c'est pour la tumeur cancéreuse de notre système qui est le capitalisme financier boursier basé sur la spéculation. Je ne dis pas que la bourse est mauvaise en tant que système. Non, bien sûr que non. Mais telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, oui, elle est néfaste. D'abord, il ne faudrait pas une bourse qui ait une cotation continue, il faudrait le fixing, le retour au fixing, c'est-à-dire une cotation par jour. Comme ça, on élimine tous les spéculateurs des traders qui ne servent à rien, qui achètent le matin, qui vendent le soir, ils achètent le matin, ils vendent le soir. Il faut savoir que 90%, 98% des ventes futures ne sont pas livrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 98% des produits futurs, des livraisons de produits futurs, de coton futur, de pétrole futur, sont achetés et revendus avant l'échéance. C'est du day trading. C'est de la pure spéculation. Des fois du day trading, des fois autre chose. C'est de la pure spéculation. Et donc, ça, c'est pour le capitalisme financier boursier, qui est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est l'élément éducatif. Éternel Une épinopie. éducation qui regarde derrière. On est dans une éducation du 19e siècle. Une éducation qui est basée sur un paradigme du 19e siècle, c'est-à-dire la rareté de l'information. La rareté de l'information. Or, aujourd'hui, en quelques années, on a changé de paradigme. Aujourd'hui, on a trop d'informations. Donc, le but, ce n'est plus d'apporter un prof qui va transmettre à 30 autres futurs profs, futurs ingénieurs des informations. Non, il doit leur apprendre la triangulation, la vérification d'informations, l'esprit de synthèse, la rationalité, la logique, l'esprit d'analyse, l'esprit de résolution de problèmes. Nos écoles ne font pas ça. Nos écoles ne font pas ça. On est encore dans récite, apprends, récite. Nos écoles sont des incitatrices à la triche. Pourquoi? Parce qu'ils te contrôlent sur quelque chose sur lequel tu as la possibilité de tricher. Alors, quand j'étais en France, l'une des matières, on nous disait prends le livre. Et je sais que ça se fait aussi au Maroc maintenant dans quelques matières. Et c'est une éducation qui nous pousse à devenir des producteurs aussi. Or, aujourd'hui, le monde n'a pas forcément besoin de production. On n'a plus besoin de production. Est-ce qu'on a encore besoin de produire alors qu'on produit déjà de quoi nourrir 12 milliards de personnes, on est 8 milliards et 1 milliard ne mange pas à la fin. Non, notre problème principal, c'est l'optimisation de ce qu'on produit. Donc on est dépassé, on cherche encore à produire plus. Notre modèle éducatif est un modèle qui ne cultive pas beaucoup la créativité, c'est un modèle qui formate les esprits, c'est un modèle qui communique une idéologie. Comme je vous l'ai dit dans le livre des sciences économiques et sociales que j'ai vu, malheureusement ça véhicule un certain nombre d'idées reçues. Et donc c'est un modèle qui est dépassé. Donc le modèle éducatif est dépassé. Le modèle et ensuite le cinquième élément, c'est qu'on est dans un monde néocolonial. Les médias ont une perspective néocoloniale. Les intellectuels, soi-disant intellectuels, sont des intellectuels néocoloniaux qui nous importent des débats de Paris ici, des débats étrangers ici, qui ne connaissent pas nos valeurs. Nos médias, même ceux qui chantent, même ceux qui jouent les films, même ceux qui écrivent des bouquins, ils sont dans le néocolonial. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont été formés dans un programme pédagogique qui a été écrit par le colon. La centralisation du fonctionnement de l'État, c'est l'IoT. C'est l'IoT qui a ramené le habous à la centralité. C'est l'IoT qui a démantelé l'awqaf pour réduire le pouvoir de la société civile. Et donc on est dans un système de pensée néocolonial qui est dans les programmes scolaires,
Dans ce qu'on nous enseigne, on nous dit que Adam Smith est le premier économiste. C'est faux. On nous dit que Vasco de Gama, c'était un explorateur. C'était un croisé qui était sanguinaire et qui est mort dans son bateau. On nous dit que donc c'était des explorateurs qui ont fait le tour du monde, c'était des missionnaires envoyés par les rois pour envahir de nouveaux pays et mettre en place de nouveaux comptoirs coloniaux. Donc on est dans un système de pensée qui est néocolonial malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'on admire aujourd'hui. Donc là, le cinquième élément. Le sixième, c'est le système politique. Le système médiatique, entre parenthèses, c'est un élément aussi qui fait qu'on oriente les gens vers un idéal qui n'est pas le bon idéal. Le système médiatique est catastrophique, d'abord parce qu'il est manipulé par le capitalisme, lui aussi, et donc il a l'impératif de richesse, de production, etc. Et quand on veut tuer un journal, on lui retire les annonceurs. On le tue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut des médias qui arrivent à être indépendants, qui arrivent à faire du journalisme. Même l'information est devenue de la consommation de masse. On a des fils de tweets, on a des fils de brèves, des dépêches. Même le mot est terrifiant, des dépêches. Non, l'information doit être analysée. On a besoin de journalistes d'investigation qui vont creuser, vérifier, trianguler, analyser l'information avant de nous donner l'information. Et ensuite, le système politique, qui est faux, biaisé, fallacieux. C'est-à-dire qu'on idéalise la démocratie, alors qu'on a démontré tout à l'heure que c'est un système biaisé, qui ne réussit pas, qui donne la priorité au désir et au plaisir, et qui voit l'échec, comme disait Rousseau, et qui est vicié, comme disait Aristote. Et qu'en réalité, de toute façon, ce n'est pas la démocratie qui est là, c'est la plutocratie, c'est ceux qui ont plus d'argent qui gouvernent, ce n'est pas les peuples. Et au final, on est dans un système lobbycrate, Pluto-lobbycrate, c'est un hybride, Pluto-lobbycrate, c'est-à-dire que le gouvernement des capitalistes qui détiennent l'argent, à travers un lobbying, met en façade, on vous vend la démocratie pour vous dire, voilà, c'est le système dans lequel on est, pour maintenir la paisibilité. Mais aujourd'hui, le vrai système, c'est la plutocratie. On devrait être dans un système d'aristocratie, basé sur le mérite et l'intellect. Une aristocratie dans laquelle le plus vertueux, le plus brave, un développement de la théorie du philosophe roi de Platon, du gouvernement constitutionnel aristocratique de Aristote, dans lequel les gens qui comprennent les enjeux représentent la population. Mais si on élit n'importe qui peut venir prendre le micro et tromper les masses, parce que les masses c'est facile à tromper. Par contre, les concepts sont durs, ils ont la peau dure, et les réalités sont dures. Et donc, pour traiter avec les concepts, il faut beaucoup plus de complexité. C'est pour ça que le discours complexe n'est pas très audible. On va beaucoup plus pencher vers le monsieur qui dit « ça c'est tout mauvais » ou « là ça c'est tout bon », les solutions toutes prêtes, que vers le monsieur qui vous dit « oui, ça peut être mauvais », comme on a dit tout à l'heure sur Iconoclaste. Les idées reçues, certaines sont... On analyse, on dissèque les concepts. Aujourd'hui, on est dans un monde complexe. Et donc, la démocratie, c'est justement ce système qui est destiné à flouer à travers les médias, à travers la consommation, à travers l'économie, la dette, les intérêts et les idéaux qu'on véhicule aux gens. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de modèle. C'est qui leur modèle? C'est des footballeurs et des chanteurs. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Et donc, même au niveau politique, on devrait revenir vers un système qui est basé sur une sorte d'aristocratie intellectuelle représentative. C'est-à-dire, on s'éloigne de la tyrannie, les conflits d'intérêts. Et les personnes qui doivent gérer les affaires doivent le faire en fonction de leur vertu, pas en fonction de leur pouvoir financier, ou là en fonction de leur capacité oratrice, non, en fonction de leur vertu. Ça quoi? Très bien. Donc, les éléments, pardon? On est arrivé au bout. C'est ça, donc justement, pour terminer sur ce point, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir, ou là, en tout cas, à chaque fois qu'il devait faire une wasiya, souvent il disait aussi combien taqwallah. Aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est comprendre c'est quoi taqwallah. Savoir qu'il y a un jour où il n'y aura plus de passagers clandestins. Et ça doit être un facteur rébarbatif à la corruption, à la triche, à quelque chose. Mais ça doit être éducativement imprégné dans les gens. L'éthique, les valeurs, la vertu. Et c'est ça, au final, l'ikhlas ou le tawhid, c'est ça, manifesté à l'échelle humaine et pratique.
Mohamed Allah Hello, comment vous remercier? Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie. Merci pour cet échange très instructif et on vous dit à très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup.